Salut les gars! Je suis Émilie, j'ai 15 ans. Ce qui s'est passé l'année dernière me rend vraiment triste, mais je vais quand même tout vous dire honnêtement. J'espère que vous apprendrez de mon expérience et n'aurez pas de regrets comme moi. Jusqu'à il y a 2 ans, j'avais la définition de la vie parfaite. J'avais tous les avantages d'être enfant unique. J'étais la princesse de ma famille. Mes parents essayaient de me donner tout ce que je voulais. Par où commencer? J'ai eu mon premier téléphone à 8 ans, on a déménagé juste parce que je voulais une plus grande chambre, on a offert un super boulot à mon père dans une autre ville, du coup on devait déménager. Mais je ne voulais surtout pas changer d'école, alors mon père a refusé l'offre. Comme je disais, j'étais une petite princesse. Tout tournait autour de moi, et c'est exactement ce que j'adorais. Malheureusement, j'ai dû apprendre que toutes les bonnes choses ont une fin. Un jour, alors que je faisais mes devoirs, mes parents sont venus dans ma chambre. Mon père a dit « Il faut qu'on te parle. Nous avons pris une décision importante. D'abord, j'ai pensé à une autre offre d'emploi. » J'allais commencer à pleurnicher quand ma mère a dit « Émilie, ton père ne va plus vivre avec nous pendant un certain temps. » Je pensais toujours que ça avait un rapport avec son travail. J'ai demandé « Combien de temps ?» Ma mère a regardé mon père. Il a détourné le regard et a dit « Un très long moment. » Nous avons décidé de divorcer. Divorcer? Mes parents à moi vont divorcer? Mais ils s'entendaient toujours si bien. J'ai regardé ma mère avec anxiété et la première chose que j'ai vue sont des larmes roulant sur ses joues et tombant par terre. Est-ce qu'ils divorçaient vraiment? Mon père n'allait-il vraiment plus vivre avec nous? N'allait-il plus me réveiller en caressant mes cheveux? N'allait-il plus résoudre les problèmes de maths les plus difficiles de mes devoirs? N'allais-je plus courir le voir à la porte quand il rentrait du travail? Impossible. Ça devait être un mauvais rêve, et il était temps de se réveiller. Mon père a vu le choc sur mon visage et s'est approché. Il a tenu mon visage et embrassé mon front. En sentant son baiser chaud sur mon front, j'ai réalisé que c'était vraiment réel. J'étais maintenant l'enfant de parents divorcés. Au début, je voyais mon père tous les dimanches. Ces quelques heures passées ensemble me suffisaient. Il venait me chercher à 10 heures. D'abord, on prenait un petit déjeuner, puis on faisait ce que je voulais. On parlait sans arrêt, je lui disais ce que j'avais en tête. Et il m'écoutait avec un grand intérêt. On allait toujours faire du shopping, même quand je n'en avais pas envie. Le soir, il me déposait à la maison avec tous les sacs de shopping. Mais tout cela a changé avec une autre offre d'emploi. Cette fois, il n'irait pas dans une autre ville, mais dans un autre pays. Mon père allait être directeur dans une grande entreprise étrangère. Il a dit « On va passer tout l'été ensemble ». Il m'a embrassée sur le front. Cette fois, je n'ai pas pleurniché. Après tout, il ne vivait plus avec nous. J'étais sa petite princesse qui vivait dans une autre maison. Et donc, je ne m'attendais plus à ce qu'il prenne des décisions pour sa vie en fonction de moi. Vous devez vous demander « Et comment ça se passait avec ta mère ?» Eh ben, elle a toujours travaillé très dur. Mais après le divorce, elle a passé le cap et est devenue accro au travail. Plusieurs fois par semaine, elle rentrait bien après que je sois couchée. Nous ne communiquions que par des petits post-it laissés dans la maison et par SMS. N'oublie pas de lancer la machine à laver, je t'aime. J'ai vu la photo de ton album de promo sur le comptoir, tu es très belle, je t'aime. Je travaillerai tard ce soir, tu peux commander une pizza, je t'aime. Plein de notes comme ça. Elle travaillait beaucoup et je savais que c'était sa façon de faire face à la douleur du divorce. Quelle était ma manière de gérer la douleur? Je n'en avais pas, du moins pas encore. Malheureusement, quand j'ai enfin trouvé un moyen d'y faire face, ça a bouleversé ma vie. Au début, tout avait l'air normal. Ma routine quotidienne n'avait pas changé. J'avais toujours été une bonne étudiante, je me levais toujours pour aller en cours et j'étais concentrée pendant la journée. Pendant les pauses, je traînais avec ma meilleure amie Zoé. Je pensais que ma vie était revenue à la normale, mais j'avais tort. Je passais beaucoup de temps sur quelque chose sans même m'en rendre compte. Comme tous mes amis d'école, j'étais sur les réseaux sociaux. Mais j'y postais rarement quoi que ce soit. Je vérifiais Instagram au moins une fois par jour et c'était tout. Je n'étais même pas sur TikTok. Mais j'ai commencé à utiliser Instagram beaucoup plus souvent. Je vérifiais constamment ce que les gens postaient et quel post avait le plus de j'aime. À un moment, j'ai commencé à poster au moins 4-5 fois par jour.
Le soir, je réfléchissais à ce que je pourrais poster le lendemain. Je prenais des notes et allais même jusqu'à me préparer. Par exemple, je convainquais Zoé d'aller en ville avec moi après l'école pour trouver des graffitis devant lesquels poser. Ou j'allais dans des magasins vintage trouvés en ligne. J'essayais des dizaines de tenues et je prenais des selfies avec. Bien sûr, je postais ensuite tout ça sur Instagram. Cela ne vous paraît peut-être pas étrange, comme il y a tellement de gens qui essaient de devenir connus sur ces réseaux. Mais le problème était que j'étais extrêmement préoccupée par mes j'aime. Je n'exagère pas quand je dis extrêmement. J'y tenais vraiment à mort. Disons que je poste une photo ou une vidéo que j'aime bien. S'il n'y avait que 4-5 likes, je ne pouvais pas dormir de la nuit. Je me retournais dans mon lit avec toutes sortes de pensées en tête. Je me mettais à penser que tout ça était injuste. Je me disais, je fais tant d'efforts et ces imbéciles ne me donnent même pas un j'aime. Ils ne m'ont pas liké parce qu'ils sont juste jaloux. Je regardais même ma liste d'abonnés et j'essayais de deviner pourquoi chacun ne m'avait pas liké. Ouais, j'étais totalement obsédée par Instagram, mais tout ça me semblait normal à l'époque. J'aimerais que ça se soit arrêté là. Un jour à l'école, Zoé a attentivement regardé mon visage. Elle a dit « Oh là là, Émilie, tes sourcils s'amincissent. » Je l'ai remarqué l'autre jour, mais je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas te faire de peine. Pourquoi tombe-t-il? Devrais-tu voir un médecin? J'étais sur le point de dire non, j'épile juste mes sourcils, mais je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Zoé était choquée. « Si j'avais su que ça te ferait tant de peine, je n'aurais rien dit, ce n'est pas grave, » dit-elle. C'est alors que j'ai baissé la tête et écarté mes cheveux pour lui montrer ma grosse calvitie. « Waouh, Émilie, ce n'est pas normal. Appelle ta mère. Dis-lui de prendre un rendez-vous avec un médecin. Où est ton téléphone ?» J'ai essayé de dire quelque chose, mais je n'ai pas pu vu que je pleurais. Elle m'a emmenée aux toilettes et m'a lavé le visage. Je me suis un peu calmée, j'ai dit « Zoé, mes cheveux et sourcils ne tombent pas, je les arrache. » Elle a crié « Quoi? Meuf, t'es folle! Est-ce que t'es en train de me dire que tu arraches tes cheveux ?» C'est difficile à croire, mais c'est exactement ce que je faisais. Zoé a insisté pour que j'appelle ma mère, et je l'ai fait. Quand elle a décroché, je me suis mise à pleurer. Bien sûr, elle a eu peur et est venue me chercher tout de suite. Pour la première fois depuis longtemps, on a parlé des heures et on a pleuré ensemble. Au milieu de la nuit, on est allé acheter à manger, les yeux gonflés. J'avais l'impression qu'un poids avait été ôté de mes épaules. Je ne sais pas si j'avais besoin de parler à ma mère, de partager ça avec quelqu'un ou de pleurer à chaudes larmes, mais je me sentais mieux. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas nerveuse. L'ami de ma mère m'a recommandé un psychiatre et on était à son bureau le lendemain matin. J'ai rencontré le docteur Jennifer Williams ce jour-là. J'ai commencé à la voir tous les vendredis après l'école à 16h. Mon trouble a un nom latin très cool, mais je vais vous le dire en français, la trichotillomanie. La raison principale est le stress. C'est le plus fréquent chez les adolescentes. Vous arrachez les cheveux et poils d'autres parties de votre corps sans même vous en apercevoir. Puis, vous ne pouvez plus vous arrêter. Je m'arrachais les cheveux et les sourcils, mais certains s'arrachent même les poils d'aisselle. Heureusement, ça peut être traité. Je dois admettre que j'ai traversé une période très difficile. J'ai même dû me couper les cheveux très courts et porter un chapeau très serré tout le temps. Certains doivent même porter des pinces spéciales sur les doigts pour ne pas s'arracher les poils, heureusement. Je n'ai pas eu à les utiliser. La partie la plus importante de ma thérapie a été les séances avec ma psychiatre. C'est comme ça que tout est devenu clair. Voici ce que j'ai découvert à propos des causes de mon état. Après le divorce de mes parents, je n'étais plus traitée comme une princesse. C'était le néant. Je ne pouvais pas l'admettre, mais je voulais être le centre d'attention. Ce désir m'a amenée à utiliser Instagram+. Chaque j'aime que je recevais me rendait heureuse. J'avais l'impression d'attirer l'attention comme avant. J'étais à nouveau une princesse. Quand le contraire arrivait et que je n'avais pas de j'aime, vous savez, stress. Tout ça a amené une dépression nerveuse et un trouble dont je n'avais jamais entendu parler. Malheureusement, j'ai dû traverser tout cela en une année seulement. Je ne veux pas blâmer mes parents, mais j'aurais aimé qu'ils me soutiennent davantage pendant cette période. Ils m'ont en quelque sorte oubliée parce qu'ils avaient à faire face au traumatisme du divorce. Enfin, bien sûr, je les aime énormément, mais ça ne change rien au fait que je suis un peu blessée. Alors pensez-vous, au fond, que j'aurais pu être plus forte? Est-ce moi ou mes parents les plus responsables de tout ça? Partagez votre avis dans les commentaires. Merci de m'avoir écoutée
et d'avoir été vraiment là pour moi. Vous pouvez partager vos propres expériences en envoyant un mail à l'adresse dans la boîte de description. Salut tout le monde, je m'appelle Daphné. J'ai une maladie génétique très rare. Je suis sûre que vous en serez surpris. Je ne ressens aucune douleur physique. Vous avez bien entendu, je n'ai aucun sens de la douleur. En fait, c'est un trouble. Le terme médical est insensibilité congénitale à la douleur. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Voici quelques exemples. Disons que votre petit frère a joué au Lego et en a laissé quelques-uns par terre. Et vous marchez accidentellement sur l'un d'eux. Ça ferait mal, n'est-ce pas? Eh bien, pas pour moi. Ça ne me fait pas mal quand je marche sur des Legos, parce que je ne ressens pas la douleur. Voici un autre exemple. Je suis sûre que vous avez dû vous cogner l'orteil contre un pied de table au moins une fois et que ça vous a fait très mal. Vous avez peut-être eu l'impression de ne pas pouvoir supporter la douleur. Vous l'avez sûrement deviné, je ne ressens rien quand je me cogne l'orteil. Même si je me cognais l'orteil si fort qu'il se casserait, je continuerais à marcher. Tout cela vous semble peut-être super cool. Vous vous dites peut-être, ça doit être génial de ne jamais ressentir de douleur, j'aimerais être comme toi. Mais ce n'est pas le cas. Parce que la sensation de douleur est le système d'alerte du corps. Elle est vitale pour notre survie. Pensez-y de cette façon. Si quelque chose vous fait mal, votre cerveau vous avertit par la douleur. Vous devez faire quelque chose pour arrêter la douleur. Si vous ne la ressentez pas, vous n'êtes pas conscient du danger. Et ça peut avoir de très mauvaises conséquences. Par exemple, j'ai une brûlure au 2e degré dans la bouche en mangeant des frites. Pourquoi? Parce que je ne sentais pas qu'elles étaient super chaudes. J'ai continué à les manger et j'ai endommagé ma langue et mon palais. Si ça avait été vous, vous auriez senti qu'elles étaient trop chaudes dès la première bouchée. Vous auriez attendu que les frites refroidissent ou vous ne les auriez mangées qu'après avoir soufflé dessus. Mais les gens comme moi ne sentent pas que les frites sont trop chaudes et continuent à les manger. J'ai donc fini par avoir des brûlures dans toute la bouche ce jour-là. L'un des plus grands dangers pour les personnes qui ne ressentent pas la douleur est de ne pas se rendre compte qu'elles se sont cassées un os. L'hiver dernier, je suis allée skier avec ma famille. C'est tout à fait normal de tomber quand on fait du ski. Je suis donc tombée plusieurs fois ce jour-là. Au dîner, j'ai remarqué que ma main droite avait quelque chose de bizarre. Je n'arrêtais pas de faire tomber ma fourchette. « Je suis tellement maladroite aujourd'hui », ai-je dit. Mon père a dit « Je ne pense pas que ça soit normal » et m'a emmenée à l'hôpital. La radio a montré que j'avais de multiples fractures à l'épaule et au bras. Comme je n'avais ressenti aucune douleur, je ne savais pas que je m'étais cassé quelque chose lors d'une de mes chutes et j'ai continué à skier. Bien sûr, il y a certains avantages à ne pas ressentir de douleur. Par exemple, tu peux te faire autant de tatouages que tu veux et autant de piercings que tu veux. Mais ma mère dit que je dois attendre d'avoir 18 ans pour me faire tatouer. Je n'en ai donc pas encore. Mais je prévois de me faire beaucoup de tatouages plus tard, parce que j'adore ça. C'est cool de savoir que ça ne me fera pas mal du tout, même si j'espère ne pas en faire trop à cause de ça. Je crois que j'ai oublié de vous le dire. Les personnes qui ont mon trouble ne ressentent pas non plus de douleur corporelle. On n'a donc jamais de maux de tête, et on ne se réveille jamais au milieu de la nuit parce qu'on a mal aux dents. En parlant de dents, mon dentiste ne m'a jamais anesthésiée lorsqu'il traite mes caries ou qu'il m'arrache les dents, parce que je n'en ai pas besoin. Mais il n'arrête quand même pas de me demander « Tu es sûr? Ça ne te fait vraiment pas mal du tout ?» Je réponds toujours « Non ». Et à chaque fois, il me dit « C'est un miracle, incroyable ». Ce trouble cause également des problèmes pour les parents d'enfants qui en sont atteints. Quand j'étais bébé, je ne pleurais jamais. Je souriais tout le temps. Ma mère disait « J'ai tellement de chance, mon bébé est tellement sage ». Une fois, ma mère a oublié de changer ma couche. Pourtant, je continuais à sourire. Comme je suis restée longtemps dans une couche sale, j'ai eu une éruption cutanée. Ma mère était déconcertée que même là, je ne pleure pas. Elle a alors pensé pour la première fois « C'est trop. Est-ce que quelque chose ne va pas avec mon enfant ?» Mais comme elle n'avait jamais entendu parler de l'insensibilité à la douleur, elle n'avait aucun moyen de savoir que c'était ça. Savez-vous quand ma famille a finalement compris que j'avais ce trouble? Le jour de mon 6e anniversaire. Mes parents ont accroché une énorme pinata à ma fête d'anniversaire. Tous les enfants attendaient leur tour pour la frapper. Il y avait un énorme bâton. Chaque enfant avait les yeux bandés et recevait le bâton. Et puis frappait la pinata aussi fort qu'il pouvait. Un des enfants a manqué la pinata et m'a frappé sur la tête à la place. Il s'était trompé puisqu'il avait les yeux bandés. Ma mère a crié et est venue vers moi en courant.
Je venais de me faire frapper sur la tête avec un énorme bâton, mais je m'en fichais complètement. Ma mère a dit « Daphné, ça t'a fait très mal ?» Je lui ai demandé en souriant. Ça veut dire quoi? Comme il n'y avait pas de douleur dans ma vie, mon vocabulaire ne contenait aucun mot associé à la douleur. Le lendemain, nous sommes allés voir un médecin. Après une série de tests, ils m'ont diagnostiqué une insensibilité congénitale à la douleur. Comme je l'ai dit, c'est une maladie très rare. Les chances de l'avoir sont d'1 sur 1 million. Alors, quelle en est la cause? Les médecins sont maintenant sûrs que c'est une maladie génétique. Mais ils ne savent pas encore pourquoi la douleur ne se produit pas dans le corps. Il existe 2 théories. Selon la première, les nerfs des personnes atteintes de cette maladie dirigent le signal de la douleur vers la mauvaise partie du cerveau. Le cerveau ne peut pas passer en mode alerte puisqu'il ne reçoit pas le signal de douleur. Lorsqu'une personne normale touche une casserole très chaude, son cerveau ordonne aux nerfs de sentir la douleur et d'enlever la main immédiatement. Mais si cette personne n'est pas consciente de la douleur, son cerveau ne donne pas cet ordre, même si elle touche la casserole chaude. En parlant de casserole chaude, il y a quelques étés, nous sommes allés dans une station balnéaire. Je suis allée à la plage tôt le matin. Je me suis couchée sur un transat sans me lever pendant des heures. Il était presque midi. Je vais aller me baigner, me suis-je dit. Pendant ce temps, le sable de la plage était devenu brûlant. J'ai commencé à marcher vers l'eau sans même y penser. Mon frère jure qu'il a vu de la fumée sortir de sous mes pieds pendant que je marchais. Ce jour-là, le sable chaud a brûlé la plus grande partie de la plante de mes pieds. Avant que j'oublie, je vais vous parler de la 2e théorie des médecins sur l'insensibilité à la douleur. Selon cette théorie, les gens comme moi ont une quantité d'endorphine dans le cerveau supérieure à la moyenne. C'est pourquoi on ne ressent pas la douleur. L'endorphine est aussi appelée l'hormone du bonheur, parce que cette hormone rend les gens heureux. Quand vous avez une bonne note, quand vous avez faim et que vous mangez enfin, ou quand vous embrassez quelqu'un que vous aimez, votre cerveau libère de l'endorphine. C'est ce qui vous rend heureux à ce moment-là. Je pense que cette théorie est la bonne. On ne ressent pas la douleur parce qu'on libère trop d'endorphine. Pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que je suis toujours de bonne humeur. J'ai jamais été déprimée de ma vie. Je ne pleure jamais, je ris tout le temps. J'ai même eu une mauvaise expérience une fois à cause de ça. La grand-mère de ma meilleure amie est morte il y a 4 ou 5 ans. Je suis allée à l'enterrement pour être là pour elle. J'ai beau avoir essayé, je n'ai pas réussi à être triste. J'avais envie de rire tout le long. À un moment donné, je n'ai plus pu me retenir et j'ai ri. Évidemment, tout le monde m'a fixée. Heureusement, j'ai été très jeune. Les gens pensaient que j'étais juste immature. À l'époque, je ne savais pas pourquoi je me sentais ainsi. Mais maintenant, je sais que c'est une dose élevée d'endorphine qui m'a fait rire à cet enterrement. Un autre problème pour les gens comme moi, c'est qu'on est trop courageux. Pourquoi on est comme ça? Parce que le sentiment de douleur n'a pas une, mais 2 fonctions. Premièrement, il nous avertit. C'est ce qui nous fait réaliser que quelque chose nous fait mal. Mais il nous éduque aussi. Nous découvrons ce qui nous fait mal et apprenons à nous tenir à l'écart du danger à l'avenir. Disons que vous avez décidé de sauter d'un mur. Vous avez sauté sans réfléchir et vous vous êtes foulé la cheville. Vous retenez la leçon et ne sautez plus jamais d'aussi haut. Les gens comme moi n'avons pas de douleur pour retenir ces leçons. C'est pourquoi nous sommes courageux. On n'a aucune crainte quand on est confronté à des dangers qui pourraient nous nuire. À l'hôpital, j'ai rencontré un type nommé Jordan qui, tout comme moi, était insensible à la douleur. Une fois, on s'est vus parce qu'on partageait le même problème. J'ai remarqué que bizarrement, Jordan essayait toujours de se battre. Il provoquait constamment les gens. Alors que nous marchions, un chien nous a aboyé dessus. Le propriétaire était un type super costaud. Jordan a commencé à lui crier dessus, sans même lever les yeux pour voir à quel point il était grand. Il n'y avait pas besoin d'en faire un scandale, mais il a failli se battre avec ce mec. Quand il s'est calmé, je lui ai demandé pourquoi il avait agi de cette façon. Il m'a répondu « Parce que c'est tellement amusant. Je me bagarre au moins 1 fois par semaine et généralement, je me fais battre. » Bien sûr, ça ne fait jamais mal. Je continue à rire pendant que l'autre personne me frappe. J'ai un tel plaisir à voir leur visage. Évidemment, ce fut la dernière fois que j'ai vu Jordan. Vous vous demandez peut-être s'il y a un remède à ce trouble. Malheureusement, il n'y en a pas. Comme je l'ai dit plus tôt, il touche très peu de gens dans le monde, ce qui veut dire très peu de clients pour les compagnies pharmaceutiques. Quand il y a si peu de clients potentiels, les entreprises ne dépensent pas d'argent pour la recherche. C'est pourquoi je suis presque sûre qu'ils ne développeront pas de remède pour ma maladie d'aussitôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez ce genre d'histoire, vous pouvez vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Et vous pourrez être averti quand de nouvelles vidéos sont publiées. À bientôt!